Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. D comme démesure. Bonjour Thierry Pacaud. Bonjour. Alors, le plus simple, c'est que la plupart du temps, quand j'interroge les gens, on fait un mini CV en faisant la liste de ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Et avec vous, c'est absolument infernal. Il y a beaucoup trop de choses. Donc, j'ai joué la facilité. Donc, d'abord, vous êtes philosophe de la ville ou du fait urbain, et vous préciserez ça si vous avez... En plus, on va poser une petite question sur la philosophie et la ville, parce que ça me paraît important. Donc, je dis aux gens qui écoutent, on va mettre en ligne, évidemment, toutes les informations parce qu'elles sont trop longues. Je mettrai même des liens, ça sera beaucoup plus facile. Mais, si vous voulez découvrir le travail de Thierry Pacaud, je vous conseille, pour moi, ça a été une vraie découverte. Je ne connaissais ni l'auteur, ni le livre. Donc, c'est le livre de Colin Ward, L'enfant dans la ville. Et Thierry Pacaud, non seulement fait une présentation de l'auteur, fait une présentation du sujet, et c'est un petit cours d'urbanisme en creux. Un texte formidable. Voilà. Si vous ne l'avez jamais lu, vous commencez par ça. En plus, je pense que c'est un livre auquel vous tenez beaucoup, parce que c'est la maison d'édition qui s'appelle Hétérotopia où vous êtes actif. Voilà. Donc, pardonnez cette facilité, mais je trouvais que c'était la bonne entrée. Voilà. Alors, justement, j'ai dit que vous êtes philosophe, et j'ai une première question sur la discipline, parce que c'est important sur ce qui va suivre. C'est quoi la philosophie de la ville ? Et je vais être un peu provocateur, ça sert à quoi ? Alors, la philosophie de la ville, elle est en construction. Parce que finalement, ça n'existe pas. J'ai dû inventer l'expression philosophe de l'urbain. Me suis autoproclamé titulaire d'une chaire qui n'a pas été reconduite par la suite quand je suis parti de l'Institut d'urbanisme de Paris. Et en fait, c'est simplement parce que je viens de la philosophie et puis que par les hasards de l'histoire, je me suis retrouvé enseignant dans une école d'architecture d'abord. Et je ne me voyais pas simplement parler de la sociologie, de l'architecture et de l'urbanisme. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que les philosophes ont à dire sur la ville ? Et là, j'ai été un peu déçu parce que ni Merleau-Ponty, ni Sartre, ni Camus, ni Lévinas, ni Ricoeur, enfin, etc., ne parlaient de la ville, même Castoriadis, alors qu'il vient de la Grèce et puis que la philosophie est née dans les villes grecques. Donc, j'ai regardé un peu dans l'histoire et dans l'histoire, c'est pareil. Il y a des textes, bien sûr, de Descartes, de Voltaire sur la ville, mais c'est pas une philosophie. Ils construisent pas un objet comme ça. Et le premier qui est passionnant, c'est Georg Simmel. C'est vraiment lui qui est pour moi le philosophe de l'urbain. Et puis ensuite, il y a des textes de Martin Heidegger, personnage ô combien controversé, qui a écrit bien sûr sur la notion d'habiter. Et puis Gaston Bachelard, et ensuite des personnages un peu atypiques comme François Choët, Henri Lefebvre, Pierre Sansot, Jean Duvigneau, et puis Georges Perec, même s'il n'est pas philosophe, Espèce d'espace est un chef-d'œuvre, et puis des gens un peu à part, encore plus à part, mais que j'aime beaucoup, comme Bernard Charbonneau, qui était un ami d'Henri Lefebvre. C'est du reste Henri Lefebvre qui a apporté le manuscrit de Jardin de Babylone à Gallimard, qui l'a publié. Et puis comme ça n'a pas marché du tout, Gallimard n'a pas fait les suivants, courageusement. Donc, mais Bernard Charbonneau, qui a écrit un livre que j'ai réédité chez Hétérotopia, s'appelle Vers la banlieue totale, qui est remarquable. Sauf que, c'est pour ça que votre abécédaire est précieux, sauf que le mot banlieue qu'il utilise, c'est l'urbain diffus, c'est l'urbain généralisé. Et il ne pouvait pas imaginer en 1972 que le mot banlieue, après la haine, après rail, après les émeutes urbaines, allait avoir une autre connotation, bien sûr. Donc, parler de banlieue totale, pour nous, aujourd'hui, on pense cité, on pense quartier sensible, on pense en rue, ou alors pire, racaille, sauvageon, etc. Alors qu'en fait, il approche ça philosophiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va utiliser les notions philosophiques pour pouvoir comprendre ce que c'est que ce truc bizarre, protéiforme, qui s'appelle la ville. Et après de longues années et plusieurs livres, j'ai réussi à proposer une définition, poussée du reste par certains lecteurs ou des journalistes qui me disaient « Mais alors la ville disparaît, tout est foutu, mais alors c'est quoi la ville pour vous ?» Et puis je me suis dit « Tiens, c'est vrai, c'est quoi la ville pour moi ?» Et alors, après avoir pas mal cogité, surtout à partir d'Henri Maldinet, qui était un phénoménologue absolument remarquable, certainement un des plus grands ou un plus important philosophe de la fin du XXe siècle, eh bien, je définis la ville comme étant l'heureuse combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Une de ces qualités vient à manquer,
l'esprit de la ville s'efface, s'évapore, s'effiloche, disparaît. Et alors, je donne un exemple très simple, c'est celui, par exemple, de la diversité. Une ville qui n'a pas une diversité de commerce, d'activités économiques, et puis même de population, dans un grand éventail sociologique, évidemment, ne fait plus ville. Une gated community, qui est le premier produit immobilier au monde, eh bien, c'est pas une ville pour moi, c'est une non-ville, c'est un entre-soi de gens qui ont à peu près la même culture, entre guillemets, parce que je ne sais pas s'ils sont très cultivés, mais enfin, ils vivent de la même façon, voilà. Et ils vivent fermés, enfermés. Et donc ça, pour moi, la philosophie nous permet de comprendre ce que signifie être avec et parmi, qui sont pour moi les deux critères de l'humanité de l'humain. Dernière petite question sur le sujet. Bon, la comparaison va être un peu excessive, mais on va dire le grand Alexandre avait son philosophe qui est Aristote. Est-ce que nos édiles, je pense à une en particulier, la réponse est déjà dans la question, mais nos édiles ne devraient pas avoir, d'une certaine façon, alors c'est un grand mot, mais leur philosophe conseil, à votre avis? En tout cas, de temps en temps. Disons que ce serait pas mal que les édiles philosophes, voilà, c'est-à-dire lisent des philosophes. Mais je crois qu'ils lisent pas du tout, donc l'affaire est réglée. Et maintenant, dans un dîner mondain, ils vont croiser un philosophe et ils vont trouver ça super. Alors, on va s'attaquer au sujet. Donc, ce qui va faire un peu le centre de notre conversation, c'est un livre qui est assez récent d'ailleurs, aux éditions du CNRS, qui s'appelle Mesures et démesures des villes. Et ma première question, je me suis vraiment creusé la cervelle à lire des auteurs et des choses comme ça. Et le paradoxe, c'est qu'elle m'est venue par Astérix. Et pas n'importe quel volume d'Astérix, qui est le 2e tome, qui est sorti en... Ça, je me suis renseigné, ça fait genre, je m'y connais, mais pas du tout. En 1962, c'est Astérix, donc, qui est la Serpe d'Or. Alors, pour ceux qui n'ont jamais lu ça, le druide Panoramix, donc le créateur de la potion magique, a besoin d'une serpe d'or pour couper le gui qui fera un ingrédient important de la potion magique. La serpe se casse et il faut aller à Lutèce, chez le cousin d'Astérix, qui est en fabrique pour en acheter une autre. Et donc, il y a une petite case... pardonnez-moi les historiens de l'urbain de prendre Astérix, où tout d'un coup, Uderzo dessine ça presque en plongée, donc apparaît Lutèce, et Astérix dit à Obélix, regarde, c'est Lutèce, et Obélix dit, oh, que c'est grand. Et donc ma question, c'est de se dire, est-ce que c'est pas dans la nature des choses que la ville, ça soit grand et démesuré au final ? Alors, évidemment, comme c'est toujours comparatif, c'est comparatif par rapport au lieu où on habite. Si on vient d'un hameau ou d'une ferme isolée en montagne, la moindre bourgade paraît gigantesque, évidemment. Les personnages de Giono sont époustouflés par le marché aux bestiaux d'une ville qui, pour nous, Parisiens, serait vraiment une toute petite ville, quoi. Non, je crois qu'effectivement, et la littérature, surtout la littérature du 19e siècle, qui décrit très bien les lieux, nous montre à quel point arriver en ville, c'est voir une autre société tout à fait différente, beaucoup plus de monde dans les rues, des vitrines, des gens habillés différemment, toute une animation, et puis le nombre. Le nombre, on est sidéré par le fait que ça bouge de tous les côtés. Alors évidemment, pour nous, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que la ville, le mot ville, qui en français vient de villa, un terme latin qui désigne un domaine agricole, évidemment, a des attaches rurales. Et comme je le raconte dans le bouquin, c'est en 1846 qu'on va considérer que fait ville toute agglomération de plus de 2000 habitants, à condition qu'ils ne soient pas séparés les uns des autres de plus de 200 mètres. Et donc 2000 habitants pour nous, aujourd'hui, c'est un village. Et en même temps, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, etc., quand on parle de mégalopole multimillionnaire, en français, on appelle ça une ville. Donc la ville va de 2000 à 40 millions. Alors il y a un truc, là, il faut repenser le vocabulaire. Donc, toute la trame du livre, c'est essayer de trouver, et c'est une question qui, d'ailleurs, quand on finit le bouquin, qui paraît presque sans fin, pas tout à fait. Donc, on va quand même s'y attaquer. Donc, de trouver la bonne taille. Alors, par facilité, mais c'est plutôt
pratique au final pour la compréhension. Vous faites un constat à peu près en 3 parties. La première partie est un constat assez implacable de la grandeur de ces villes et de tout ce que ça va conditionner. On va y revenir. Après, justement, vous essayez à travers d'auteurs, c'est d'une érudition incroyable, de trouver un peu que beaucoup se sont cassés les dents, pour dire ça, de trouver un peu le juste milieu, et vous essayez dans une 3e partie de regarder un peu à travers un mot qui revient souvent, mais on parle de l'équité de biorégion, enfin, pour faire court, une sorte d'équilibre entre la ville et sa proximité rurale. Mais le constat que vous faites implacable, je dirais même quand on commence à le lire et vous portez quelques détails, on se dit mais à quoi bon s'attaquer aux 2e et aux 3e parties? J'ai l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Alors c'est vrai que on a l'impression que c'est irréversible et inéluctable. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la grossitude urbaine. Alors je dirais un mot quand même sur l'hubris, parce que c'est un terme qui est banalisé maintenant, que tout le monde utilise, et bien souvent à tort. Et donc, je préfère parler de démesure, parce que l'hubris chez Homère, c'est l'outrage. Donc, c'est quelqu'un qui insulte un autre, qui se moque de lui de manière qui ne lui plaît pas, et donc il réclame justice. Donc, l'hubris est toujours associé à la dike grecque. Et évidemment, l'hubris, si c'est l'outrage, c'est l'exagération. Et donc l'exagération peut devenir disproportionnée. Et donc dans ce cas-là, on voit très bien comment, par glissement métonymique successif, le mot hubris va désigner tout ce qui est trop gros. Et donc du coup, des militants que je soutiens pleinement, évidemment, vont s'attaquer à un truc trop gros qui s'appelle Europa City, au nord de la capitale, et heureusement, ils vont réussir à bloquer ce projet. Mais ce projet est irresponsable, à mes yeux, plutôt que l'hubris. Donc, vous voyez, là il y a un travail sur les mots qui me semble important. Et j'ai essayé de comprendre la dynamique propre de l'accroissement de la population des villes. Et c'est lié au productivisme. Notion que je préfère à la révolution industrielle. Parce que ça montre mieux, je crois, la permanence du déploiement technologique qui oblige sans cesse des changements d'échelle. Oui, ce que vous nous montrez, c'est que la révolution industrielle en soi n'est pas forcément mauvaise, l'évolution technique. C'est ce que vous pointez du doigt, c'est au service de quoi? Voilà, exactement. Et donc, je rappelle quand même, c'est peu suffisamment raconté à mon avis, c'est que le productivisme débute dans les campagnes. C'est d'abord l'agriculture qui est mécanisée, chimisée, et puis qui devient démesurée, parce que pour la mécaniser, il faut réunir les champs, on remembre, et quand on remembre, on comble des fossés, on arrache des haies, et on ne le sait pas encore, le mot n'existait pas, on bousille des écosystèmes d'écosystèmes. Et donc, là, je donne ces chiffres, parce que, pour une fois, les chiffres que j'aime pas trop sont utiles, comme ordre de grandeur. Il y avait, selon un historien remarquable des villes, qui est Paul Béroc, il y avait 4 villes qui ont peut-être atteint le million d'habitants dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'en 1800. C'est à chaque fois à l'heure de leur apogée, pendant leur âge d'or, et après ça décline. Donc dans l'ordre chronologique, c'est Rome, ensuite c'est Bagdad, Constantinople, et puis Xi'an en Chine. Et pour Rome, parce que ça c'est important, parce qu'on parle aussi de villes qui décroissent, comme par exemple Détroit, Rome passerait, selon même certains historiens, 1 800 000, voire 2 millions d'habitants, à 15 000, 4 siècles plus tard. Donc là, on voit quand même que c'est un... Certains disent encore moins. Et même encore moins, oui, je dis même à 500 habitants. Là, ça m'a semblé un peu gonflé, mais pourquoi pas? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'élastique, là, qui n'existe plus aujourd'hui, avec une telle ampleur, j'entends. Enfin, pour le moment. Pour le moment, voilà. Il peut y avoir d'autres virus beaucoup plus mortels et qui déciment toute une population, comme la peste noire l'avait fait. À 80% de Marseille a disparu du jour au lendemain. Donc, il y avait 4 villes. Et puis, avec le productivisme et le chemin de fer, n'oublions pas, qui permet de faire circuler les matières premières, les sources énergétiques et les travailleurs, et les capitaux, et les marchandises, là, on va pouvoir mailler différemment le territoire. Et la première ville millionnaire du capitalisme, c'est Londres, qui passe de 1 million d'habitants en 1800 à 7 millions en 1900, en un siècle, ce qui est considérable. Et en 1900, il y a 11 villes millionnaires au monde. Millionnaires, vraiment millionnaires, 1 million, 1 million 100, pas beaucoup plus.
En 1960, il y a 160 villes millionnaires, avec quelque chose qu'on appelle, et qu'on n'appelle plus du tout comme ça, qu'on appelait à l'époque les villes du tiers-monde. Absolument. Donc des mégalopoles, des pays, voilà, on ne savait pas trop comment les appeler. Ils étaient tout juste sortis de la décolonisation, ils étaient post-colonisés, mais ils ne le savaient pas encore. Et puis, en 2015, on dénombrait plus de 560 villes millionnaires, et en 2030, on en annonce 750, dont 150 rien qu'en Chine. Et ces 150 villes chinoises auront une population moyenne de 6 millions d'habitants, ce qui est considérable. Ce qui est important à noter, c'est que une officine des Nations Unies qui se spécialise sur la question de l'habitat, qui s'appelle Habitat, qui est basée à Nairobi, a organisé une grande messe en 1976 à Vancouver, une autre 20 ans plus tard à Istanbul et une autre 20 ans plus tard à Quito. Et dans le discours introductif de Quito en 2016, c'était le modèle d'urbanisation chinois qui était pointé comme étant positif. Donc on voit bien que les décideurs de ces officines internationales pensent que le destin du monde est la mégalopole. Et les Français, eux, on dit, nous, on est trop petits pour avoir des mégalopoles, on n'en a qu'une, c'est Paris, alors on va miser sur la métropolisation. Et la métropolisation, qui est un échec en France, on en reparlera peut-être tout à l'heure, visait aussi à passer... C'est pas tout à fait dans l'esprit de nos décideurs que c'est oui, un absolument, échec. voilà, ils sont toujours convaincus. Et ils pensent toujours arriver à passer de 35 000 communes à 7 000. C'est la gauche française qui décidait ça, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, et c'est la gauche française qui a réduit le nombre de régions avec un découpage absurde qui n'a même pas été discuté publiquement, qui n'a pas provoqué de débat, et surtout qui n'a pas provoqué de bilan des anciennes régions. C'est-à-dire qu'on est passé à 13 régions, pourquoi pas 12, pourquoi pas 11, on s'en fout. Bon. Alors là aussi, il y a tout un débat, une histoire que j'essaie de retracer dans le livre, de ce qu'on a appelé la revendication régionaliste, qui s'est essoufflée, il faut aussi le reconnaître. Hein. Le gouvernement a passé à 13 régions, il n'y a pas eu une seule manif pour dire ça ne va pas, quoi. Donc effectivement, alors après, bon, peut-être on reviendra parce que ça oblige des allers-retours en plus au sein du livre. Il y a toutes les conséquences écologiques, toutes les conséquences sociales. On voit bien qu'il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour voir tout ce que ça provoque en termes, rien qu'en forme d'inégalité. Enfin, le virus est un révélateur. Si on regardait ça un peu de près, on s'en doutait. Mais tout d'un coup, là, évidemment, il y a un effet grossissant avec la pandémie. Alors, vous essayez, et ça c'est la portion la plus costaud du bouquin, parce que vous avez été plongé dans un certain nombre d'auteurs, de se dire, après tout, c'est l'hypothèse du livre, il faut trouver la juste taille. Et avant d'essayer de proposer des réponses, vous avez regardé dans l'histoire un certain nombre d'auteurs, on ne va pas tous les citer, mais on va en prendre quelques-uns, qui se sont, on peut dire, cassés les dents, parce que même s'ils avaient une certaine vision utopiste, certains même ont compris que ça allait pas. Enfin, il y a vraiment... on est presque dans une logique de recherche, essayer de trouver le juste milieu. Alors, première question, c'est quoi la bonne taille ? Alors, la bonne taille, c'est celle qui n'est ni trop petite, ni trop grosse pour déstabiliser les éléments constitutifs de l'ensemble qu'on examine. Donc là, il va falloir développer. Ah oui, alors donc, parce que c'est la bonne taille, c'est valable pour tout, hein, pas seulement pour la ville. Je pense que c'est valable aussi pour la famille, pour une entreprise, pour une équipe, enfin, etc., etc. Bon. Et donc, la question que j'ai pas suffisamment traité peut-être dans le livre parce qu'elle n'est pas simple, évidemment, c'est celle de la permanence de cette question de la juste taille et de voir si les auteurs que je convoque parlaient de la même chose. Alors pour, j'allais dire, l'époque moderne, mettons, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, c'est à peu près correct, parce que c'est le moment où naissent la plupart des instruments de mesure de tout. Et c'est une démarche occidentale, il faut le noter. Hein. Il y a une sorte d'obsession de tout quantifier. De tout quantifier, de tout mesurer, et donc dans d'autres cultures, dans d'autres pays, c'est pas le cas. Et pour la période plus ancienne, la période qui voit la naissance des premières villes, alors là, la question de la juste taille ne se pose pas
dans les mêmes termes, puisque c'est plutôt en termes de puissance et de rayonnement. Donc de rayonnement géographique, donc territorial, et de puissance, faut être très clair, de puissance économique et militaire. Les deux vont ensemble, évidemment. Hein. Donc, puisque la ville a cette particularité d'accueillir trois populations qui n'existent pas dans les sociétés rurales, les guerriers, les marchands et les prêtres. Et qui vivent précisément du surplus agricole qui va être échangé dans les marchés. Mais dans les marchés, j'évoque ça à plusieurs reprises, dans les marchés de l'Antiquité, en particulier en Égypte, ce n'est pas l'offre et la demande qui dominent. Il y a bien d'autres critères qui entrent en jeu lorsque un négociant urbain achète la récolte d'un paysan ou d'un propriétaire égyptien. Il y a des rapports personnels, il y a des rapports de subordination, il y a des soutiens amicaux, etc. Et donc ce n'est pas une logique économique qui, au sens d'aujourd'hui, qui prime. Donc dans ce contexte-là, la bonne taille serait celle qui offre les meilleures conditions de la bonne vie que les Grecs, parce que c'est ça la philosophie grecque, hein, c'est essayer de penser comment vivre le mieux possible. Mais il faut avoir en tête, ce qu'on n'a jamais en tête quand on parle de la philosophie grecque, c'est que toutes les cités grecques ont au moins 40%, sinon plus, de leur population qui est en situation de subordination, qui est esclave. Et ça, c'est aussi un point que je mesure dans le livre. Je cite bien sûr le grand bouquin que j'ai dévoré, Homo Domesticus, de James Scott, dans lequel il rend hommage à un auteur américain que j'ai été évidemment lire pour vérifier ses propos, qui fait une étude de la subordination à travers les âges et qui s'aperçoit que jusqu'en 1800, on peut à peu près à la louche dire que 60% de la population est dominée, soit esclave, soit serf, soit dans une caste inférieure. Je laisse de côté la domination homme-femme, sinon ça ferait déjà 50% au moins. Bon. Et donc, je comprends mieux, d'une part, pourquoi le XVIIIe siècle est le siècle de la revendication de la liberté, parce qu'effectivement, il faut à un moment donné rompre ce lien de dépendance, mais en même temps, je comprends mieux aussi pourquoi les siècles qui vont suivre vont être jalonnés par des conflits sur la question de l'esclavage. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas imaginer l'histoire du monde sans penser l'opposition homme-femme, on ne peut pas penser l'histoire des villes sans avoir en tête à la fois les guerres et, évidemment, la subordination. Je dis subordination parce que c'est pas que l'esclavage, hein, c'est des formes oui, d'ailleurs, on y reviendra parce que l'arrivée de la machine, certains ont cette thèse, hein, que la machine fait que c'est comme ça que s'est éliminé l'esclave, et si on n'a plus d'énergie, ils font même l'hypothèse que l'esclavage reviendra. Ah bah oui, on y reviendra un peu plus tard. La science-fiction nous le raconte. Absolument. Alors, bon, je prends Platon comme premier parce qu'il a réfléchi à la meilleure constitution, à la meilleure république, enfin, etc. Bon, du reste, quand on lit Platon, en particulier les lois, on s'aperçoit à quel point les étrangers bénéficient, je prends le terme fort exprès, bénéficient de statuts particuliers. Ils ne sont pas du tout comme nous. Enfin, là, je suis sidéré de voir là, et là je me dis que les décideurs, les hommes et femmes politiques de Calais ou de la Porte de la Chapelle devraient lire les lois, parce que alors, le problème dans les lois, c'est que tout étranger n'est pas égal. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Donc, mais il y a des statuts, hein, entre le barbare, l'étranger qui a le droit d'exercer un métier, qui paye un impôt, qui est protégé par une sorte de parrain originaire du pays, hein, un proxène, on l'appelle comme ça, qui vient le soutenir, etc. Donc, Platon, lui, réfléchit à la bonne taille de la ville. Et il parle en termes de nombre de foyers. Donc après, il faut calculer à la louche, encore une fois, que dans chaque foyer, il y aurait, mettons, 5 ou 6 personnes libres, et ce qui fait en gros 30 000 habitants. Et ce qui est important et qu'on oublie bien souvent, c'est que chez Platon, tout citoyen a une double résidentialisation, une à la campagne et une à la ville. Donc, il ne pense pas l'opposition ville-campagne comme on va la penser par la suite, en particulier dans le marxisme. Là, on est plutôt, c'est un cas de figure très particulier, la Grèce. Il n'y a pas d'empire grec comme il y aura un empire romain. Ce sont des villes, des cités-États qui ont leur constitution, qui ont leurs dieux, qui ont leurs lois, leurs pratiques, et puis leur rivalité, parce qu'elles sont souvent en guerre les unes contre les autres. Et donc là,
Platon n'élimine ni l'esclavage ni la guerre. Bon, donc là, on est dans une situation où la bonne taille ne se construit pas sur la notion de paix, par exemple. Pour nous, aujourd'hui, si je prends le mouvement écologiste, imaginons qu'ils soient les plus à même de réfléchir à la bonne taille, imaginons, ça va de soi que c'est pacifique. Sinon, ça vaut pas le coup de... Sinon, ça vaut pas le coup, évidemment, de se bagarrer pour réussir à construire une ville de bonne dimension. Après, évidemment, comme la population va très vite, l'importance de la population va très vite signifier la puissance du prince ou du seigneur ou du roi, bon ben voilà, ça c'est quelque chose qui va perdurer pendant des millénaires. Hein. Jean Bodin, un philosophe bien connu du XVIe siècle, va dire voilà, il y en a de richesse que d'hommes. Et cette formule est reprise dans les discours de Mao Tse-tung, qui n'a jamais lu Jean Bodin, mais qui est persuadé qu'il n'y a pas d'autre richesse que les hommes. Staline avait dit la même chose, mais il y avait une virgule. Et après la virgule, il y avait les ingénieurs. Bon, donc, vous voyez que là, quand même, c'était une partie seulement de la population qui était importante. Alors, la bonne taille des villes, pour un autre penseur que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai pas mal écrit, qui s'appelle Thomas More, qui lui aussi a lu Platon. Voilà, donc, il y a quand même des liens, bien sûr, hein, une sorte de géohistoire comme ça des idées. Thomas More, lui, imagine 54 villes sur son île qui s'appelle Utopia, 54 villes qui sont identiques. Et alors c'est amusant parce que il écrit ce livre au moment même où il y a 53 comtés en Angleterre, plus Londres, ce qui fait 54. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a trop de trucs à décoder comme ça qui sont passionnants. Et là, lui, d'abord, les maisons sont très confortables. Tandis que Platon évoque très peu l'intérieur de la maison de chacun, on a du mal à se la représenter. On comprend l'agora, on comprend les temples, etc. Mais là, chez Thomas More, la maison de chacun est entre guillemets luxueuse pour l'époque, puisqu'il y a une cheminée dans chaque pièce, il y a soit des vitres, soit des papiers huilés pour fermer les ouvertures, etc. Et puis, il y a un point que tout le monde a repéré, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de serrure. Parce qu'il n'y a pas de voleurs, tout simplement, en Utopie. Et d'autre part, l'attribution du logement se fait par tirage au sort tous les 10 ans, afin d'éviter le sentiment de propriété privée. Donc j'habite là pour 10 ans, puis je redéménage, et puis voilà. Bon. Donc j'ai d'autres réseaux de voisinage, parce qu'il n'y a pas de cuisine, parce qu'on ne mange pas chez soi, on mange au restaurant communautaire du quartier. Et là où on doit manger à la même table, intergénérationnel. C'est très important chez Thomas More. Les jeunes ne peuvent pas se regrouper entre eux, les vieux non plus. Ils doivent se mélanger, hommes, femmes, jeunes et plus âgés, afin que toutes les idées des uns des autres percolent ensemble. Et lui, alors le calcul a été difficile à établir parce que il ne donne pas un chiffre et il donne des impressions sur l'ensemble de l'île. Et donc, en recoupant ces diverses informations et en extrapolant, j'arrive à des villes qui sont supérieures à 100 000 habitants, voire 300 000. Donc, ça dépend de la taille de la population globale de l'île. Il suffit de diviser par 54 à chaque fois. Et donc, c'est ce qui est énorme. Parce qu'à cette époque, aucune ville, sauf Paris, atteignait ce chiffre. L'Angleterre de l'époque est toute petite, attention, hein, c'est pas le Royaume-Uni, c'est que l'Angleterre. Hein. Et puis, il y a une ville magnifique et énorme qui est Londres, mais qui n'est pas le Londres de William Morris, évidemment. Donc pour lui, les vraies villes, c'est celle d'Anvers, et puis de Bruges, de Gand, parce qu'il est l'avocat d'affaires de l'énorme corporation des Merciers de Londres, et il est surtout, presque tout le temps, installé évidemment à Anvers, et qui est un port important, comme Braudel l'a très très bien vu. Alors évidemment, très rapidement, en 30 ans, ça bascule, et on passe d'Anvers à Londres. Puis là, Londres va s'installer durablement comme le premier port mondial, et lui devient Premier ministre, donc il s'installe aussi, non pas à Londres, mais à Chelsea, où il fait construire une maison, avec ce qui va réduire Xavier, avec une bibliothèque, évidemment, qui est une pièce centrale, comme la chapelle. Voilà. Donc pour lui, ces 100 000, 200 000 habitants, c'est pas un problème. Les utopies qui suivent,
Alors, il y a quelques années, j'aurais pu écrire qu'elles sont urbaphobes. Je pense que c'était une erreur, parce qu'en fait, il ne se pose pas la question de est-ce que la ville c'est bien ou pas bien, il se pose la question de comment vivre le mieux ensemble. Et donc, c'est plutôt dans des communautés agro-artisanales, on va les appeler comme ça. Donc, on ne veut pas séparer la campagne et la ville, le travail agricole, le travail pour se nourrir, et puis le travail d'élevage, et puis le travail artisanal, parce que toute cette division du travail, évidemment, s'équilibre. Et donc, tous ces utopistes sont toujours autour de petites unités qui vont de quelques familles à peut-être 100 000 habitants, ce serait le maximum. Ensuite, elles sont expérimentées, c'est-à-dire qu'on quitte l'utopie de papier pour l'utopie réalisée, et elles sont réalisées principalement sur le seul continent qui est en train de se faire, c'est-à-dire les États-Unis. Et là, on a beaucoup d'informations maintenant, il y a énormément d'ouvrages là-dessus, parce qu'on a découvert des archives, etc. On peut reconstituer la vie ordinaire dans des familistères, dans des phalanstères, dans des colonies libertaires nord-américaines. Et là aussi, si on fait un tableau, on voit que les plus petites ont 5-6 individus, ça c'est vraiment les plus petites, et les plus importantes arrivent à 30 000. Et on voit aussi que ça va de quelques mois de vie à 80 ans pour la plus importante qui est Oneida. Et donc là aussi on peut mesurer pourquoi ces utopies réalisées s'arrêtent à un moment donné. Elles s'arrêtent non pas à cause du nombre, ça je ne l'ai pas constaté, elles s'arrêtent pour une de ces trois raisons, soit le leader charismatique s'en va ou meurt, et donc les héritiers s'entre-déchirent, donc c'est la fin de la communauté, les gens s'en vont, soit parce que l'économie n'a pas réussi à trouver son modèle coopératif, donc il y en a toujours un qui dit il n'y a aucune raison qu'on touche la même somme. Pierre, par exemple, il ne fout rien, il dort tout le temps, il est toujours en train de draguer toutes les filles qu'il y a là, et il touche le même revenu que nous, c'est pas juste. Bon. Donc là, il y a la question de la répartition de la richesse produite qui se pose. Et puis, le troisième point, c'est la sexualité. C'est-à-dire que toutes ces communautés, surtout fourriéristes, misent sur la libre circulation des amants et des amantes. Et à un moment donné, quand un enfant apparaît, généralement, la famille se constitue. Sauf à Oneida, précisément. Mais et donc du coup là-bas c'est un repli familial, donc la maison devient la maison de la famille, et donc du coup la forme même de la communauté change. Et donc ensuite il faut arriver à des modèles, j'allais dire des propositions chiffrées. La première qui est vraiment intéressante, c'est celle d'Ebenezer Howard, donc l'inventeur de la cité jardin. Alors justement, on va s'arrêter, mais on va y reprendre parce que effectivement, vous avez fait, c'était très, enfin, je veux dire, c'est très important d'avoir retracé, on va dire, ce processus de pensée qui fait que tout d'un coup des gens sont allés entre guillemets au front pour essayer de fabriquer les choses. Et on voit bien que c'est pas n'importe quelle période. On est en cœur du 19e siècle, voire la fin, où l'industrie, la part s'accélère. Peut-être, Jacques Le Goff dirait, c'est à ce moment-là qu'on sort du Moyen-Âge. Mais oui, en plus, vous avez anticipé ma question. Je vais qu'on s'arrête sur ce personnage, parce qu'il y en a beaucoup, mais qui est Howard, parce que qui est vraiment, lui, est allé jusqu'au bout d'une certaine logique. Parce que ce que vous racontez, effectivement, dans la représentation de ce qu'est une ville, mais tout d'un coup, on voit bien, c'est comment y vivre. Voilà, donc la taille, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on va y faire, comment y vivre, comment y faire revenir de la nature, comment y faire revenir du lien social. On ne parle pas d'égalité encore, ils ne sont pas tous marxistes forcément, d'ailleurs même sur certains, je ne sais même pas s'ils l'ont lu, ou ils sont... Mais en tout cas, on se préoccupe d'un mot qui est un peu valise, mais qui me plaît quand même, de bien commun. Alors, et je trouve que le personnage d'Howard est un bon concentré de tout ça. Oui, parce que bon, c'est un fils de petit commerçant de Londres qui part rejoindre un oncle d'Amérique avec 2-3 copains pour devenir agriculteur.
Et on ne s'improvise pas agriculteur, évidemment, donc ça foire, les pauvres. Et du coup, il se replie, ils sont un peu piteux, j'imagine, il se replie à Chicago, où là, lui, découvre une machine de sténotypiste et devient sténotypiste. Et puis, il importe cette machine en Angleterre, où elle va être utilisée pour décrypter faire les procès-verbaux de la Chambre des Lords, et il sera sténotypiste toute sa vie, voilà, donc il aura un boulot, j'allais dire, agréable en même temps, et il va l'améliorer techniquement. Et il a lu le livre qui va le passionner, de Bellamy, Édouard Bellamy, qui écrit un ouvrage traduit en français sous le titre L'an 2000, et qui est une uchronie où le personnage principal est endormi par un magnétiseur, mais un peu trop longuement, et dort 100 ans. Et quand il se réveille, évidemment, tout a changé. Et donc, il découvre un autre monde où, justement, il y a l'égalité. Il n'y a plus de monnaie, il y a une sorte de carte bancaire. Il y a plus, on ne va pas au spectacle, mais il y a quelque chose qui ressemble à un téléphone qui vous donne la musique ou de l'opéra, etc. Bref, il y a plein de choses assez amusantes à lire aussi. Mais le gars était très sérieux. Édouard Bellamy. Du reste, il fera un deuxième livre qui n'aura pas du tout le même succès planétaire, qui s'appelle Égalité, et il va être à l'origine d'un mouvement politique important aux États-Unis, puisqu'ils présenteront même des candidats. Enfin, c'est un parti populaire. Bon, je ne dis pas populiste du tout, mais parti populaire. Bon, je reviens à Ebenezer Howard. Donc, lui, il est marqué par ce bouquin, et il l'amène aussi en Angleterre. Même si c'est la même langue, ce n'est pas les mêmes réseaux de distribution des livres, donc il essaye de le faire publier en Angleterre, et ça marche. Mais lui, ce qu'il va surtout tirer de ce livre, c'est l'importance du système coopératif, qui a une existence déjà anglaise, avec les chevaliers de Rochdale, enfin au milieu du XIXe siècle, qui s'associent pour acheter les biens et les vendre dans des coopératives aux travailleurs, sans la marge habituelle, ou une marge plus petite. Et Ebenezer Howard va réfléchir à cette idée de si la propriété du sol était coopérative, alors on pourrait peut-être imaginer des villes sans spéculation immobilière et en même temps sans ségrégation socialo-spatiale. Mais ce n'est pas un théoricien non plus. Donc le livre n'est pas un livre qui sort en 1898, qui est un titre assez bizarre qu'on pourrait traduire en français par pour une réforme pacifique de la société, la Cité-Jardin. Et en 1902, il rééditera le livre sous le titre de la Cité-Jardin, parce que c'est ça la notion forte. Et en 1903, il aura réuni assez de capitaux pour lancer le chantier de la première cité-jardin en Angleterre, qui est Letchworth. Et puis en 1918, il y en aura une deuxième, Welwyn, où lui-même va mourir en 1928. Mais ce qui est important, c'est que là, il devient vraiment un militant de la cause coopérative. Et sa cité-jardin, comme son nom l'indique, n'est pas seulement faite de jardins. Il imagine qu'il y a 30 à 35 000 habitants, dont 2 000 agriculteurs. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des champs cultivés, il y a des pâturages, il y a des vergers, il y a des maraîchages, et en plus les jardins privés des gens, bien sûr, ou des jardins partagés, peu importe. Et cette cité-jardin est donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une écopolis. Enfin, je pense qu'on peut s'en inspirer pour faire une écopolis. Et dans un autre livre que j'ai publié il y a quelque temps, qui s'appelle « Ville vorace, ville frugale », qui est un livre collectif que j'ai co-dirigé avec Gilles Fumet, il y a un article traduit de l'anglais qui a été écrit par un chercheur français, Yves Cabane, mais aussi par Philippe Ross, qui est l'ancien maire de Letchworth, et qui nous montre que cette ville, Cité-Jardin, la première, eh bien, fonctionne toujours, et que, effectivement, le sol est toujours la propriété de la coopérative. Les gens sont propriétaires de leur maison. Et donc, du coup, ça a protégé ça a fait des réserves, finalement, naturelles, parce qu'il y a moins d'agriculteurs qu'à l'époque, mais il y a toujours de la production de biens agricoles bio maintenant. Et donc, il y a toujours cette espèce de conviction que toute ville devrait, non pas s'autosuffire, c'est difficile, mais produire une grande part de ce qui est consommé sur place. En particulier, par exemple, les laitages, les fromages, des choses comme ça. Donc, Sommer va écrire un manifeste pour la cité-jardin du XXIe siècle, parce qu'il dit, essayons de prendre conscience que c'est une bonne taille. Et lui, il insiste sur demande là-dessus. Alors, ce que je voudrais insister, juste un point, parce qu'on l'oublie tout le temps, c'est que chez Ebenezer Howard,
ces cités-jardins sont modernes, c'est-à-dire qu'elles bénéficient de toutes les technologies de l'époque, l'électricité, le gaz, le train, qui est électrique, et on va travailler, pour certains, en train électrique dans d'autres villes au voisinage. Et si cette cité-jardin dépasse les 35 000 habitants, on en crée une autre. Et l'ensemble de 5 ou 6 cités-jardins constitue pour René Howard la cité sociale. On oublie souvent la cité sociale, parce qu'elle n'a jamais été réalisée. Mais c'était son but. C'est-à-dire qu'une ville toute seule ne peut pas vivre en autarcie. Donc il faut faire des assemblages, un réseau. Et ce réseau, il a une vertu, c'était une vertu sociale. Donc, c'est vrai que là, on n'a pas le temps, Xavier, de rentrer dans le détail de ce qu'est le socialisme en Angleterre, avec le Labour Party, avec les syndicats. C'est pas du tout le même schéma qu'en France. En France, le théoricien de la coopérative s'appelle Charles Gide. C'est l'oncle du célèbre romancier. Et Charles Gide, qui est un des cofondateurs des universités populaires, des musées du soir, enfin c'est un type vraiment magnifique. Oui, Ah oui, c'est extraordinaire. A créé ce qu'on a appelé par la suite l'école économique de Nîmes, mais ça n'a pas pris. Parce que nous, on a une autre histoire avec le collectivisme, avec, évidemment, Jules Guesde, qui va donner naissance ensuite à la SFIO, etc. etc. N'oublions pas que le leader des jardins ouvriers, l'abbé Lemire, était guédiste. Et il a voté la séparation de l'Église et de l'État. Donc là aussi, on a un curé rouge, comme on dirait aujourd'hui. Donc il faut... Et l'Angleterre, c'est tout à fait autre chose. Alors que c'est en face, quoi. Et donc, l'idéal coopératif, même lorsque Henri Sellier importe la Cité-Jardin en France et crée Suresnes, ou développe Suresnes de cette manière-là, ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes. Non, oui, non, on est vraiment dans autre chose. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec le cas de Howard. Alors, je précise qu'il y a énormément d'autres auteurs. Ça ne suit pas exactement une chronologie, d'ailleurs. Non. C'est vraiment des différentes photographies et des touches de gens qui sont vraiment ont mis les mains dans le cambouis, pour être un peu grossier, mais dans le bon sens du terme, pour essayer de voir comment on pouvait mettre ça en place. Alors, d'ailleurs, ça renvoie à des questions sur Howard et sur le rapport au sol, quand évidemment, mais on va en parler un peu dans la troisième partie, quand évidemment l'alpha et l'oméga maintenant de nos métropoles, c'est la rente foncière avec son agrégat de la rente financière, une sorte de partie de ping-pong absolument infernale dans lequel on est entré. Et d'ailleurs, vous pointez un peu sur la question capitalistique, mais on va en parler maintenant. Donc, il y a une troisième partie d'essayer de trouver, une sorte d'échelle sur ce qui se fait déjà, sur des gens qui y travaillent. Et donc, il y a une sorte de fil rouge, on va dire, de la biorégion urbaine jusqu'à la plénitude, en passant par la topophilie, et on va s'arrêter sur ces points-là. Alors déjà, prenons le premier terme, qui est un terme assez pivot, qui revient d'ailleurs au sein du livre en tant que tel, qui est la biorégion, donc concept... Qui a différentes sources. Certains disent que c'est les Américains avec Berg, Nasman. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir 3 fois à la librairie, qui est Alberto Magnaghi, qui était un peu notre sorcier sur ces questions-là. Et en plus, ces 3 rencontres qui restera un grand souvenir pour la librairie. Et donc voilà. Alors, c'est quoi cette biorégion et comment ça fonctionne ? Alors, et surtout, pourquoi vous militez pour qu'on aille vers cette appellation ? Alors, pour moi, la biorégion, c'est une espérance, premièrement. Donc, ce n'est pas une notion ni un objectif à réaliser, c'est-à-dire à essayer de circonscrire en disant, la biorégion, je vais vous la décrire, ça fait tant de kilomètres carrés, il y a tant de bourgades, etc. Non. Il y en a qui rêvent de ça, qui font des scénarios de découpage du Grand Paris. Bon, je pense à Yves Cochet ou Agnès Sinaï, que j'aime beaucoup. Mais pour moi, dans mon livre, c'est plutôt... ça joue de la même manière que la décroissance. C'est-à-dire que c'est un mot obus, comme disait Paul Ariès. C'est pour faire réfléchir, voilà. Après, ça pourra s'appeler autrement. Mais ce que ça cache, c'est la chose suivante, c'est que philosophiquement, et là on revient à la première question, je pense que l'être humain
est situationnel, relationnel et sensoriel. Et qu'il lui faut sans cesse combiner les territorialités de son existence aux temporalités de son existence. Et donc que nous ne serons jamais un individu d'une ville ou d'un quartier, parce que précisément, on change dans sa vie, donc là, la temporalité du destin humain, et puis on change selon les temporalités du jour, de la nuit, des saisons, etc. etc. Donc je crois que, dans tous mes derniers textes, j'insiste lourdement là-dessus, du reste, je vais continuer à y réfléchir très sérieusement. J'avais appelé ça, mais ça n'avait pas pris dans un petit manifeste, j'avais appelé ça l'écologie existentielle. J'avais publié ça chez François Bourin il y a une quinzaine d'années, mais j'y crois à nouveau. Et je vais essayer de montrer à quel point le vivant aussi a ses territoires, et le vivant a aussi sa temporalité. Donc, si l'on veut vivre en bonne intelligence, nous les humains avec les non-humains, il faut qu'on soit au courant de leur territorialité et de leur temporalité, et qu'on ajuste ou pas les nôtres. Enfin, donc, du coup, ça veut dire qu'on dépasse le cadre de la ville. Alors, la notion de biorégion que j'ai rencontrée pour la première fois, comme vous, chez Alberto Maniaghi, qui a été publié, ne l'oublions pas, par François Choët, parce que le livre était refusé partout, et François Choët en a fait une traduction réduite, parce que le livre italien donne des exemples italiens qui n'auraient pas trop parlé au public français, et elle a réussi, non sans mal... Quoique la Toscane parle de plus en plus au public français. Oui, quand même. Et elle a réussi, non sans mal, à convaincre Mardaga de le publier en Belgique. Le livre, à ce moment-là, a très très bien marché. L'éditeur n'a pas remboursé la traduction que François Choët a avancée. Alberto n'a jamais reçu un droit d'auteur. Enfin bon, peu importe. Mais ce qui explique pourquoi les livres suivants ont été faits par Hétérotopia, parce que c'était pas correct, quoi. Ça s'était pas bien passé. Et la notion a commencé à prendre comme ça. Et à ce moment-là, d'autres personnes se sont intéressées à cette notion, en particulier Mathias Rollo, qui, lui, a repéré plutôt le versant, si je puis dire, le bassin versant nord-américain. Bon, et effectivement, c'était intéressant. Moi-même, j'avais déjà écrit un article généalogique là-dessus, où j'avais été étonné de rencontrer Peter Berg dans la revue Éléments. Donc la seule revue française qui fait état du biorégionalisme est celle d'Alain de Benoît, ce qui personnellement ne me plaisait pas. Donc il faut... Qui, dans la vision d'Alain de Benoît, est assez cohérent d'ailleurs. En plus, oui, bien sûr. Oui. Non, puis c'est quelqu'un indéniablement très cultivé, lisant plusieurs langues. Enfin bon, il a une bibliothèque personnelle de 100 000 volumes, paraît-il, donc c'est pas un méchant homme. Bon. Et donc, ensuite, j'ai essayé de lire, évidemment, des deux côtés. Et dans un livre qui vient de paraître chez Hétérotopia, justement, sous la direction de Richard Pereira, Comment enseigner la biorégion, je fais un long interview d'Alberto Maniaghi, parce qu'il est souffrant, donc il est très âgé maintenant. Très malade. Enfin, donc il n'y avait pas d'autre solution que de le questionner. Il se prête volontiers au jeu, il répond remarquablement bien, et donc c'est une sorte de parcours intellectuel qui va du marxisme 68 art à sa découverte de la biorégion et la manière dont lui l'a définie, connaissant la version nord-américaine, mais ne la partageant pas totalement, et mettant au point la fameuse société des territorialistes. Dans le cas français que j'essaye de raconter, l'histoire du mot région a un tout autre parcours. Elle est liée en France, la revendication régionale ou régionaliste est née de la volonté de déconcentraliser et de décentraliser. Donc en fait, alors là aussi, il y a pour garder cette dichotomie qui n'est pas très bonne, enfin bon, peu importe, il y a des penseurs de droite et des penseurs de gauche qui sont régionalistes parce qu'ils sont contre l'omniprésence et l'omnipotence de la capitale, quoi, qui attire tout à elle, et donc qui veulent décentraliser. Le premier décentralisateur, c'est Proudhon, et Proudhon aura une lecture de droite et une lecture de gauche. N'oublions pas qu'il est encensé sous Vichy, donc il y a une sorte de kidnapping d'une pensée, mais qui s'y prête peut-être aussi, donc c'est ça qu'il faudrait regarder plus en détail, et qui va avec le fédéralisme. Donc il y a eu un livre important qui est signé Jean-Charles Brun étant le nom propre. Jean-Charles Brun, un livre qui s'appelle La Région et qui sort en 1911, dont j'ai trouvé la référence dans La Cité à travers l'histoire
de Lewis Mumford. Donc voilà, c'est pour dire que on ne la trouve pas sous la plume des géographes français, qui ne le mentionnent pas, à ma connaissance. Alors ensuite, j'ai trouvé chez Marie-France... bon, tu couperas là. Oui, il n'y a aucun souci. Comment s'appelle-t-elle C'est pas... Taillère, c'est... Oui, tu vois, mais je l'ai dans la bibliographie. Là, mais, c'est pas Thiès, voilà. Voilà. Attends, je reprends. Et on trouve évidemment une réflexion et même une biographie de Jean-Charles Brun chez Anne-Marie Thiès, qui a beaucoup travaillé sur justement les langues régionales en France et puis le mouvement régionaliste. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée que... donc on ne parle pas de biorégion, on parle de région. Et ces régions, Jean-Charles Brun en fait un État parce que c'est un débat. De découper la France autrement. Et il mentionne, je crois, une trentaine de propositions, dont l'une de Paul Vidal de Lablache. Et ça va de 7-8 régions à une centaine. Donc on voit bien que les gens carburent, ils réfléchissent, ils disent mais comment voilà cet hexagone, comment on laisse de côté les colonies, hein, c'est que l'hexagone et comment on va faire pour que ça fasse sens pour les gens. On part du vécu des gens, de leur vie, de leur langue, de leur culture, de leur culte, etc., de la gastronomie. Enfin, tout est pris, comme Alberto Magnaghi le fait aujourd'hui pour la biorégion des Pouilles ou de la Toscane, évidemment. On fait d'abord un diagnostic territorial, mais on prend tout, y compris les adages populaires, l'argot, enfin, etc., etc. Et donc, Jean-Charles Brun, lui, il milite plutôt pour l'idéal en général régionaliste, et évidemment, il va s'appuyer sur les folkloristes. Alors là aussi, c'est une autre histoire qui mériterait d'être faite. On a déjà beaucoup d'éléments, hein, avec le Musée des Arts et Traditions Populaires, donc la grande exposition universelle de 1937, etc., etc. Et Vichy va s'appuyer aussi sur le retour à la terre et le retour au terroir. Mais là aussi, il y aura une vision de droite et une vision de gauche qui vont s'affronter. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette notion de biorégion, on voit bien que on n'est pas dans une opposition ville-campagne, on n'est pas non plus dans l'idée d'un étalement urbain, on est de trouver à un moment donné une bonne échelle. La ville, évidemment, a besoin de la campagne inversement. Il y a des tas de fonctions. En plus, on croit à la division du travail dans le sens de Norbert Elias et de se dire, voilà, comment on va trouver à un moment donné, de façon malléable, si j'ai bien compris, un territoire qui va bien associer la ville et la campagne, pour faire court. Et voilà, donc vous évidemment, vous militez pour ça dans le livre. Et alors, il y a deux autres éléments qui viennent s'agriffer à ça. C'est la topophilie, je voudrais vous dire un petit mot. Et puis, évidemment, on conclura là-dessus, c'est l'idée de plénitude, voire même, je crois que vous parlez de juste plénitude. Et c'est là, évidemment, où tout d'un coup, on pourrait être, je vais jouer le pessimiste de service, de se dire, vu ce qu'il y a en face, je ne sais pas comment on va y arriver, mais revenons à la question, topophilie, juste plénitude. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là que l'être humain étant situé, voilà, il est d'un lieu, il est aussi d'un milieu social, culturel, taratata, bon. Et du coup, j'aime bien cette idée de topophilie. On le trouve le mot, on le trouve à 4 reprises dans la poétique de l'espace, mais jamais défini par Gaston Bachelard. Et on le trouve chez un géographe américain, Ifutuan, mais qui titre son livre Topophilia, mais qui fait référence à Bachelard, mais qui n'en dit pas plus. Et en fait, c'est simplement l'idée que les lieux font de nous ce qu'on devient. Donc il y a là ce que Bachelard appelle la topoanalyse, qui est aussi importante que la rythmanalyse. Et la topoanalyse, c'est la connaissance des lieux de notre intimité. Et qu'est-ce qui va stabiliser notre être ? Voilà, c'est ça la question que pose Bachelard. Alors il répond, c'est la maison natale. Bon, voilà. Et puis ensuite, évidemment, d'autres territoires, bien sûr, de notre géographie affective et intime. Et donc ça, c'est une idée très forte pour moi. Le mot topophilie est arrivé dans le Petit Robert il y a que quelques années. Avant, on ne le trouvait pas. Et il n'appartient pas à tous les dictionnaires encore aujourd'hui. Bon, on ne lui associe pas un autre terme que je mentionne, qui est la topophobie, parce que je repère aussi une topophobie massive, justement
par les GAFAM, enfin par tous ceux qui veulent être transterritoriaux et qui, du coup, méprisent le lieu, considèrent que c'est un attachement d'une autre époque, que c'est un enfermement, que c'est un enracinement et que là, même Simone Veil dit des bêtises, il faut absolument se libérer. Qu'avec Google Maps, on se demande s'ils sont pas trouvé encore une autre voie. Ils veulent tout contrôler, c'est ça le problème. Et donc, cette espèce d'amour du lieu, je l'ai trouvé aussi dans un exercice que faisait faire à ses étudiants Claire Cooper-Marcuse, une paysagiste nord-américaine, qui est l'autobiographie environnementale que je fais faire à tous mes étudiants, et qui plaît, parce qu'évidemment, c'est la première fois où on leur demande de réfléchir et d'inscrire leur propre existence, non pas dans le réseau familial, dans les rencontres, etc., qui ont une importance cruciale, bien évidemment, mais dans des lieux. Et donc, elle avait fait faire cet exercice parce que c'était aperçu que beaucoup de ses étudiants auraient pu faire pharmacie ou gestion. Et du coup, elle s'est dit, il faut que je les sélectionne d'une manière ou d'une autre, plutôt que chacun s'auto-sélectionne. Et donc, si j'arrive pas à parler de paysages, de lieux, c'est peut-être pas bien que je fasse des paysages plus tard, quoi, que je change de voie. Voilà, donc ça m'avait beaucoup plu, cette idée de Claire Cooper-Marcuse. Et donc, il y a maintenant une jeune revue qui s'appelle Topophile, donc ça prend considérablement, et ça me réjouit parce que je crois que la biorégion ne pourra résulter que de la combinaison de multiples topophilies. Et donc, sans ce rapport privilégié au lieu, qu'on retrouve aussi vers la banlieue totale de Charbonneau, parce que Charbonneau est quelqu'un qui dit, dans le jardin de Babylone, je crois, il dit, voilà, il critique le terroriste, voilà, ils partent visiter le Maroc en 15 jours, ou les Andes en 3 semaines, il dit, et moi, en 60 ans, je ne vais pas épuiser là où je vais pêcher. Voilà. Et donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester chez soi, parce que Montaigne a raison, les voyages forment la jeunesse et la vieillesse. Mais il faut inscrire tout ça dans des lieux. Alors évidemment, comme on est dans une période où la technologie joue un rôle essentiel, je ne suis pas technophile ni technophobe. Je pense là aussi qu'il y a une juste mesure, on va y arriver. Et donc, que notre géographie affective est aussi virtuelle, elle n'est pas seulement réelle. Et donc, on le sait très bien, les gens les plus proches de nous sont parfois très éloignés, sauf que par la magie d'Internet, on les contacte en une fraction de seconde. Alors, nos lieux ne sont pas simplement des lieux inscrits dans une géographie, il y a aussi des lieux imaginés, des lieux imaginaires, qui sont aussi importants pour nous. Et donc, du coup, la topophilie, c'est pour moi, c'est finalement rendre hommage aux lieux qui me permettent d'habiter la Terre, tout autant que j'habite ces lieux. Voilà, c'est un peu ça. Il y a une sorte de don fait aux lieux. Alors, on doit conclure, et alors justement, je ne lâche pas la plénitude, mais là, je vais jouer, je ne sais pas si l'avocat du diable, ou en tout cas le désenchanteur, parce qu'il y a un autre paramètre, vous en parlez évidemment dans le livre, mais qui est très perturbant, en tout cas, si on est un peu observateur de ce qui se joue en ville. On va dire que globalement, le politique a organisé la ville, plus ou moins bien, plus ou moins démocratiquement, que sais-je. On s'aperçoit maintenant que ça lui échappe beaucoup. Et je ne parle même pas des GAFAM. On va prendre un exemple simple que je radote souvent. Evesa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Evesa. Non. Evesa, c'est une filiale de Bouygues qui gère et organise tout l'éclairage public parisien. 150 000 points lumineux, plus les feux tricolores. Et dans n'importe quel manuel d'entreprise pour les idiots, on vous dit... Si vous avez un partenaire qui contrôle un peu plus de 25, voire à 30% de votre activité, faites attention, ça peut être dangereux. La ville de Paris, mais j'aurais pu prendre une autre ville, a lâché tout son éclairage public, c'est comme légèrement stratégique, à un seul opérateur. Et effectivement, on ne se voit pas, ça nous rend service, c'est là le piège, presque pasolinien, qui fait que... Alors comment trouver une forme de plénitude quand tout d'un coup, ce qui fait la base des services urbains, avec une délégation plus ou moins représentative que nous avons donnée, nous échappe complètement.
tout ça est bien gentil, Thierry Pacaud, mais là, on a en face de nous non seulement des monstres, et c'est plus facile de manifester contre la loi globale que contre le roi Merlin. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. De reste, je ne sous-estime pas la C'est-à-dire puissance. que là, il y a une hein. mutation presque Ouais, du ouais. capitalisme. Absolument, non, bien sûr. Donc Et là, puis, comment vous trouvez la faille sur ces questions? Pour nous, les simples citadins et non, citoyens. mais je suis tout à fait conscient de ça. Du reste, je l'évoque en disant que le capitalisme globalisé, après avoir précarisé les emplois, précarise les territoires. Parce que pour une société capitalistique, peu importe où elle se trouve, hein, et puis il y a des branches, elle va ailleurs, bon, On capte, elle s'en on fout aspire totalement. et voilà. Donc elle s'en fout. Donc là, c'est pour ça peut-être que le combat biorégionaliste pourra redonner ses couleurs à la revendication territoriale. Et celle-ci ne pourra s'effectuer, me semble-t-il, que si on met en avant la notion de juste mesure, et que je traduis par un terme de Lewis Mumford, qui est la juste plénitude. Parce que mesure, encore une fois, c'est du quantitatif, et comme je suis persuadé que c'est le qualitatif qui doit l'emporter, la plénitude, c'est ça. C'est-à-dire que de la même manière que je dirais, alors c'est jouer sur les mots, mais pas seulement, que l'important, c'est pas la densité d'une ville, c'est son intensité relationnelle. De la même manière, je dirais que l'important pour n'importe quel dispositif mis au service des humains, c'est la plénitude. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers cette plénitude-là, qui est une satisfaction entière de notre capacité à être libre, d'une part, et surtout, je crois que c'est ça peut-être le plus important, à être disponible. Ça, c'est une belle conclusion. Un grand merci d'avoir joué le jeu. Je rappelle l'ouvrage, donc c'est Mesures et démesures des villes aux éditions du CNRS. Merci Thierry Pacaud. Merci beaucoup et vive la librairie. Et à bientôt. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.